Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité européenne des chaînes parlementaires. Dans cette édition, direction l'Irlande, un pays qui, après 4 ans d'austérité, a annoncé il y a quelques semaines sortir du plan d'aide mis en place par les instances internationales. Mais le tigre celtique est-il sorti de la crise ? Pas si sûr. Mais d'abord, l'actualité, l'Europe est sous le choc après le référendum suisse qui rejette l'immigration de masse. Alors à 100 jours des élections européennes, est-ce une répétition générale? C'est la question de la semaine. Un dimanche soir d'hiver, l'Europe s'est réveillée groggy. Victoire par chaos. Un uppercut venu tout droit de Suisse à une courte majorité de 50,3%, les habitants ont approuvé la limitation de l'immigration sur leur territoire. Par une votation populaire, cette petite habitude qui a si souvent secoué l'Europe. En 2009 déjà, les minarets des mosquées furent interdits. Du coup, l'Union européenne a 3 ans pour revoir les accords de libre circulation avec la Suisse. Biens, marchandises, capital, personnes. Une petite sortie du marché unique pour un pays qui n'en fait pas vraiment partie. Dans les capitales des 28, ce cas fait valeur d'exemple et les cris d'orfraie n'ont pas tardé à jaillir. Car ce référendum contre l'immigration de masse a été salué par tous les partis d'extrême droite ou de droite populiste européens. Alors ce référendum, une grande répétition avant les européennes ? Et pour répondre à cette question sensible, c'est Constance Legris que je reçois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe du Parti populaire européen. Vous êtes l'ancienne conseillère Europe de Nicolas Sarkozy. Alors quand vous voyez un petit peu ce qui s'est passé en Suisse sur cette votation et la manière dont ça a explosé un petit peu au visage des dirigeants européens, est-ce qu'il faut s'attendre à une répétition générale à 100 jours des élections européennes ? Alors, je ne pense pas que la consultation suisse soit une répétition générale ou une préfiguration de la consultation électorale européenne de fin mai 2014. Néanmoins, c'est vrai que c'est un message politique fort et un coup de semence qui nous est adressé par le peuple helvétique. Je ne me cacherai pas derrière des paravents de juridisme pointilleux, de légalisme exacerbé, et je n'aurai pas ni l'arrogance ni la condescendance de vouloir renvoyer le peuple helvétique à ses chères études ou lui dire mais chers amis, vous n'avez pas compris, vous êtes, j'ai entendu des formules qui m'ont semblé un peu méprisantes, tirer une balle dans le pied, vous avez scié la branche sur laquelle vous êtes assis, etc. En démocratie, quand le peuple parle, le peuple doit être entendu. Dans 100 jours, si jamais Marine Le Pen, comme ça a l'air bien parti selon les derniers sondages, est le premier parti de France, vous serez capable d'entendre le fait que le peuple a voté contre l'UMP qui a été au pouvoir, le PS et cette Europe que Jean-François Copé dit on l'aime tellement qu'on veut la changer. Incontestablement, il y a une forte interrogation dans les opinions publiques européennes sur le chemin que parcourt en ce moment l'Union européenne. Quelle Europe voulons-nous? Avec qui voulons-nous continuer à cheminer ensemble? Et pourquoi faire? Ces interrogations-là, qui se traduisent en angoisse, en doute quasi existentiel, nous devons les entendre, nous devons les considérer et nous devons surtout, nous, parti de gouvernement, parti ayant vocation à revenir au gouvernement en France, l'UMP, y apporter des réponses, les entendre avec, je dirais, considération et tenter d'y apporter des réponses crédibles, sérieuses, responsables. Quelle réponse, Constance Legris? Il faut se remettre de la politique au cœur du processus décisionnel européen. Il faut que les politiques, qu'ils soient élus européens, élus nationaux, gouvernants de l'Europe, gouvernants des États membres, remettent clairement de la politique au cœur des processus décisionnels, n'esquivent pas les débats, y compris les débats de fond qui peuvent poser problème. Alors, y compris les débats sur l'immigration qu'on repousse quand même au calendrier grec depuis quelques mois. Calendrier grec, je ne sais pas. Au moins juin 2014, cette après les élections. de l'Union européenne exercée par la Grèce, je ne sais pas très bien ce que veut dire les calendriers grecs. Alors, on repousse, oui et non. Il y a quand même eu, notamment pendant la présidence française de l'Union européenne, deuxième semestre de l'année 2008, un pacte européen pour l'asile et l'immigration qui avait été négocié par Brice Hortefeux, porté par Nicolas Sarkozy et qui avait été adopté à l'unanimité par l'ensemble des membres du Conseil européen, salué également, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme
d'enthousiasme et de volonté politique au Parlement européen, mais qui, tout en définissant des objectifs très clairs et des piliers communs pour une véritable politique commune européenne de l'immigration, l'immigration clandestine qui doit être combattue avec détermination, l'immigration légale qui doit être maîtrisée, qui doit être choisie et pas subie, eh bien, un certain nombre de ces préconisations et l'affirmation de cette volonté politique sont ensuite restées lettres mortes. Effectivement, donc on a eu un certain nombre de pas en avant et puis ensuite on a un peu oublié sous la pression quotidienne et bien évidemment compréhensible de la crise financière, de la crise dans la zone euro, etc., mis au second plan des préoccupations, je dirais, régaliennes qui, à mon sens, doivent être dans le débat européen et doivent être prises en main par les dirigeants européens. Je voudrais revenir sur les ressortissants français qui travaillent notamment en Suisse, les transfrontaliers. Tout à fait. Ils sont entre 100 et 150 000 selon les sources. Qu'est-ce qui va se passer pour eux aujourd'hui ? On s'interroge sur le sort de ces travailleurs frontaliers. Moi, je serais particulièrement attentive, je pense le gouvernement français également, au sort qui sera fait aux travailleurs frontaliers, à commencer par les travailleurs frontaliers français. Ceux-ci ne doivent pas rester dans une incertitude et une insécurité juridique qui Alors, il est question de à mal. remettre en question les acquis, si je puis dire, de la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui bénéficiait de la libre circulation, des biens, des capitaux, des services, des personnes. Et elle est dans l'espace Schengen. Exactement. Clairement. Là, en gros, on a quand même entendu des phrases un petit peu dures vis-à-vis de la Suisse, qui disaient, donc c'est cette fameuse guillotine qui, si je puis dire, clause guillotine, qui remet en question, à partir du moment où on remet en question une partie en fait des acquis, ça remet tout en question. Est-ce que ça veut dire que l'Europe va faire un exemple avec la Suisse, sachant que à partir de 2017, l'Angleterre est un petit peu sur la même visée de faire un référendum sur la participation ou non à l'espace dans l'Union européenne? Je ne pense pas qu'il va faire de la Suisse, en l'occurrence, ni un modèle, ni un exemple, ni même faire du cas suisse un exemple qui serait à méditer, n'est-ce pas, par les autres. Encore une fois, il faut raison garder, il faut prendre son temps, se garder de postures intempestives et de déclarations et de jugements à l'emporte-pièce. Incontestablement, on est devant un casse-tête juridique. Il y a effectivement cette fameuse clause guillotine, mais les choses ne sont pas aussi simples que cela et tout le château de cartes n'est pas en train de s'effondrer sous nos yeux d'un seul coup, d'un seul. On est face, et c'est pour ça que effectivement la surprise a été grande parce qu'on n'avait pas anticipé ça, je dirais, dans les capitales européennes, ni à Bruxelles. La surprise est grande parce qu'on n'avait pas le mécanisme juridique alternatif prêt dans les tiroirs. On est face à un casse-tête juridique, un casse-tête institutionnel. Il faut prendre du temps pour voir comment, effectivement, éviter une situation qui, pour le coup, serait, à mon sens, préjudiciable pour la suite du projet européen, qui est ce que les Britanniques appellent cherry picking, c'est-à-dire que tel ou tel pays viendrait picorer des cerises, prendrait ce qui l'arrange, rejetterait ce qui ne l'arrange pas, etc. et se mettrait à pratiquer une espèce de politique cafétéria. On prend, voilà, on ne prend pas le menu, mais on prend la cafétéria, l'Europe à la carte, etc. Là, effectivement, pour le coup, ça mérite du temps et de l'approfondissement dans la réflexion parce qu'il faut qu'on puisse aborder la question suisse à l'aune de cette vision globale. L'Europe, c'est pas à la carte, c'est tout à la carte. Tout à fait. Écoutez, Constance Legris, merci d'avoir évoqué le cas suisse avec nous. Nous, on continue dans la partie magazine de cette émission. Il y a quelques semaines, l'Irlande annonçait sortir du plan d'aide organisé par les instances internationales après 4 ans de crise. Alors, pour autant, est-ce que le tigre celtique recommence à rugir? Pas si sûr. C'est Faustine Saint-Géniès qui s'est rendue à Dublin. Bienvenue à Silicon Docks. Dans le quartier du Canal à Dublin, les immeubles flambant neufs ont remplacé les vieux entrepôts. Aucun logo apparent, mais derrière ces murs, Amazon, Facebook, YouTube, PayPal, tous les géants du web ont leur pied-à-terre ici. À commencer par Google, qui ne cesse de s'agrandir. Celui qui est à côté aussi appartient à Google, celui qui est derrière nous, et puis celui qui est à côté de nous aussi. Voilà. Donc il continue à embaucher tous les jours, puis il y en a encore un derrière, donc ça n'arrête pas. Une aubaine pour Constance Massé, expatriée à Dublin, qui a perdu son travail en février dernier. J'ai mis mon CV à jour sur Internet et j'ai été démarchée tout de suite. Donc 3 semaines après avoir appris que j'étais licenciée. Le secret de l'Irlande pour attirer les entreprises,
Son impôt sur les sociétés à 12,5%, l'un des plus bas d'Europe. Et malgré la crise, pas question de toucher à cette fiscalité très avantageuse. En temps de crise, la dernière chose à faire dans une politique industrielle, c'est de créer de l'incertitude. C'était important pour nous de garder un impôt sur les sociétés à 12,5%. Il est resté à ce niveau et ne changera pas. 4 ans après la crise, l'Irlande est le premier pays à être sorti du plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI. Mais au prix d'une cure d'austérité drastique. Le discours officiel se veut optimiste. Pourtant, les stigmates de la crise sont encore bien visibles après l'explosion de la bulle immobilière. Comme ce centre commercial fantôme sur les docks. Et dans la banlieue de Dublin, on ne compte plus les rues abandonnées, comme ici, à Priory Hall. Jill Godsill a subi de plein fouet la récession. Il y a 6 ans, elle était chef d'entreprise et sa maison valait 1,5 million d'euros. Elle a perdu 90% de sa valeur. Hey Jill, comment vas-tu? Bien? Je t'en prie, assis-toi. Super. Après un divorce et la faillite de son entreprise, elle a connu une descente aux enfers. J'ai pensé au suicide pendant les 6 mois où j'étais au plus mal. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas envisagé, j'ai su ce que c'était que d'être au bord du gouffre. J'ai su ce que c'était que de ne plus avoir aucun espoir. Heureusement, j'ai 2 enfants, ce qui m'a empêché de passer à l'acte. La banque a fini par saisir sa maison. Jill se retrouve avec une dette de plus d'1 million d'euros. Pour l'aider dans ses démarches, David Hall, il a fondé un organisme qui aide les Irlandais surendettés. Aujourd'hui, il y a 2 Irlandes, une qui s'en sort et une qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Les statistiques le prouvent. Le seul chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis le début de la crise, c'est bien l'endettement des ménages. Désormais, Jill n'a qu'un rêve, repartir à zéro. J'espère que lundi prochain, j'aurai suffisamment de retard de paiement pour être déclarée en faillite personnelle. Ouais, la banqueroute. Nous retrouvons Constance qui vit à Dublin depuis 3 ans et demi. Traductrice de formation, à 26 ans, elle gagne environ 2 000 € net par mois. Avec Frédéric, une amie expatriée elle aussi, elle voit dans l'Irlande un Eldorado réservé aux étrangers. Oui, ça va. Ici, les entreprises américaines, elles basent leur siège européen. Dans chaque entreprise américaine, on va avoir une équipe française, une équipe espagnole, une équipe portugaise, allemande. Et donc, si on parle une langue européenne, on a plus de chances de trouver un bon travail ici. J'ai des amis qui sont irlandais et qui enchaînent les stages ou les tentatives de formation pour essayer de s'en sortir. Parce que à Dublin, le travail, il n'est pas pour eux, il est pour nous. Le chômage touche en effet 13% de la population et plus du double chez les jeunes. Même les plus diplômés quittent le pays. Professeur de finance à Trinity College, Charles Larkin voit ses étudiants immigrés, comme Shane Connelly. Bonjour Shane. Bonjour, comment allez-vous? Pas mal. Dans mon cours en master, il y a presque 100% des étudiants irlandais qui partent. Titulaire d'un master en finance, Shane Connelly enchaîne les petits boulots. Les entreprises où je travaillais ont fait faillite. Mon patron a perdu son boulot, je l'ai suivi. C'est très dur de se débrouiller ici. Ma copine a 2 masters et gère un restaurant. Survivre en Irlande est une vraie lutte aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est un effet d'optique. L'État veut une belle histoire, l'Europe veut une belle histoire, et ils vont y travailler, que ce soit la réalité ou non. Depuis 2008, plus de 300 000 personnes ont quitté le territoire, pour l'essentiel des moins de 35 ans.
Alors l'Irlande est-elle en train de raconter une belle histoire à l'Europe? Pour en parler, je reçois deux députés sur ce plateau. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Vert, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et financières. Et Alessandro Cercas, vous êtes député socialiste et démocrate. Et vous êtes au sein de la Commission emploi affaires sociales, rapporteur de la commission d'enquête sur la Troïka, ce que vous êtes aussi finalement, parce qu'on a deux rapports sur l'action de la Troïka au sein de ce Parlement. Un de la Commission affaires économiques et l'autre de la Commission emploi affaires sociales. Alors, messieurs, quand vous voyez ce reportage, est-ce que, en gros, l'Irlande n'est pas en train de nous raconter une belle histoire avec des violons, Alessandro Cercas? Oui, mais il faut raconter l'histoire complète, parce que nous craignons beaucoup qu'on va raconter une partie de l'histoire. L'histoire de la banque, l'histoire des marchés, mais pas l'histoire des gens normaux et les problèmes de chaque jour, des jeunes, des chômeurs, des malades et tout ça. Alors c'est pour ça que nous allons faire un rapport aussi à la Commission d'emploi et des affaires sociales pour écouter aussi qu'est-ce qu'ils disent les gens. Et l'Irlande, si vous permettez, c'est même si on aurait vu un reportage sur la Grèce au Portugal, c'est encore pire. Bien sûr. Et on voit que c'est la catastrophe sociale. Et la catastrophe est structurelle. Ça va durer beaucoup de temps. Donc en fait, l'Irlande nous raconte des histoires. Quand on dit que... c'est pas juste l'Irlande, je veux dire... À la Banque centrale européenne, à la Commission européenne, au Conseil européen, à l'Eurogroupe, on a besoin d'aller raconter une histoire qui, quelque part a posteriori, légitime les politiques d'austérité massives qui ont été imposées. Donc ils ont besoin de ça, on est en année électorale, il faut aller raconter un truc. Et on s'en fout de savoir si, fondamentalement, les faits étayent l'histoire ou pas. L'important, c'est de dire que, regardez, le premier pays s'en est sorti. Soit dit en passant, quel est le critère de succès qu'ils utilisent? Et c'est vraiment intéressant, il faut vraiment lire les mots. Lorsque Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, dit « Regardez, l'Irlande s'en sort », elle a retrouvé l'accès au marché financier. Autrement dit, c'est comme ça qu'on a le critère de succès, c'est l'accès au marché financier. Donc en fait, au-dessus de la démocratie, vous avez les marchés financiers qui sont les juges finalement de la qualité des politiques menées. Et donc de ce point de vue-là, l'Irlande peut de nouveau emprunter de l'argent, parce que c'est ça en fait. Oui, sa dernière émission obligataire a plutôt bien marché. Elle peut emprunter de l'argent, donc rentrez chez vous, dormez en paix, bonnes gens, tout va bien. On ne se pose évidemment pas la question, comme le disait Alejandro, de savoir au fait comment ça se fait, qui paye. Je veux dire, on est passé de 23% d'Irlandais au sommet de la prospérité, 23% d'Irlandais au seuil de pauvreté et d'exclusion sociale, à 29% aujourd'hui. 29% d'une population, un tiers d'une population qui est au seuil de pauvreté ou d'exclusion sociale. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer? Enfin, l'économie est là pour servir le bien-être des gens, mais de ce point de vue-là, j'appelle pas ça un succès. Alors moi, je comprends que les marchés financiers trouvent ça un succès. Évidemment, ils ont été, pas investir, ils ont été jeter de l'argent dans une bulle immobilière. Ils n'ont pas perdu un copec. Évidemment que c'est un succès pour eux, c'est un grand succès. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est c'est nationaliser de la dette privée. Autrement dit, on a permis à des banques, et pas seulement les banques irlandaises, les banques allemandes, les banques françaises, les banques britanniques, les banques belges, etc., qui ont alimenté la bulle irlandaise, on leur a permis de se tirer d'affaire. Après avoir privatisé les bénéfices, on a socialisé les pertes. Voilà. Alors justement, sur vous qui travaillez sur cet aspect en fait emploi, affaires sociales, est-ce qu'on a complètement oublié les peuples dans cette histoire? On voit Jill qui a plus d'1 million d'euros de dettes. Finalement, quelle est votre lecture un petit peu de tout ça? Mais écoutez, on a fait des auditions dans notre commission, on a écouté l'Organisation internationale du travail, le Conseil de l'Europe, et on les a demandé, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose, ou le comité de politique sociale qui existe dans l'Union européenne, ou le comité d'emploi qui existe, tous les organes de consultation que nous avons n'ont été jamais consultés. C'est-à-dire, c'est comme si cette réalité des gens normaux n'existait pas. C'est comme disait Philippe, ce sont simplement la question macroéconomique et la banque. Mais les gens n'existent pas. Et ça, c'est contre l'Europe. Parce que l'Europe, l'article 7 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, dit que toutes les politiques doivent être menées pour un haut niveau d'emploi et un haut niveau de protection sociale. Absolument. Mais dans ces cas, on a oublié totalement. Ils ont travaillé avec l'idée que si la banque est sauvée, tout le monde est sauvé. Mais je veux ajouter une chose, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, il faut le dire. Les dommages, quand on voit les reportages de l'Irlande, ce ne sont pas conjoncturels. Quand on voit que 25% de la population jeune, c'est aussi dans mon pays, est en train de prendre les valises et de s'en aller, doctorat, ingénieur et tout ça, quel est l'avenir de ces pays? Quels sont les dommages qu'on a fait, pas simplement conjoncturels, et structurels? Parce qu'ils ont détruit beaucoup de choses qu'il faudra reconstruire.
Parce que sinon, ce n'est pas simplement la situation qu'on marque ces photographies ou ces films, c'est que ça va durer longtemps, parce que les forces qu'il y avait pour l'innovation, les forces pour l'avenir, l'espoir, la situation en Irlande, en Espagne, c'est catastrophique. Il y a toute une génération qui n'a pas espoir pour l'avenir. Comment faire des entreprises, comment entreprendre, comment faire... C'est pourtant, quand ils regardent simplement les banques, ils sont en train de faire une énorme erreur, même économique. Alors effectivement, il y a la question de l'exode et de l'émigration des Irlandais, donc qu'on retrouve en Espagne, au Portugal, en Grèce. Il y a aussi un autre problème qui a été pointé par nombre de dirigeants européens, c'est le problème de l'optimisation fiscale. Bien sûr. Nos amis irlandais ont réussi à maintenir coûte que coûte leur taux d'imposition des entreprises à 12,5% contre... parfois plus de 30% pour certains pays européens. Est-ce qu'on a affaire ici à un paradis fiscal? Bien sûr, mais je pense qu'il faut être de bon compte. Il serait de mauvais aloi de pointer le doigt exclusivement en direction de l'Irlande en ce qui concerne l'optimisation fiscale. Je veux dire, bien des montages qui sont faits et qui utilisent l'Irlande pour permettre à des gens comme Google, Amazon et d'autres de ne pas payer d'impôts, font appel à des dispositifs législatifs qui se trouvent dans la législation du Grand-Duché de Luxembourg, dans la législation néerlandaise. Et donc, ça, c'est un montage, il y en a plein d'autres. Je veux dire, les paradis fiscaux en Europe se comptent par dizaines. Et donc, en effet, l'Irlande est un d'entre eux. Et donc là, on peut se poser la question de la conditionnalité des aides européennes. On met des conditionnalités sur les politiques d'austérité. On impose finalement la nationalisation de la dette privée, c'est-à-dire, en fait, outre le million que Jill va devoir repayer, et espérons qu'elle soit déclarée en faillite, eh bien, je rappelle que tous les contribuables irlandais se retrouvent avec une dette publique qu'ils vont devoir assumer, qui est passée de 20 et quelques pourcents à 117% du PIB. Ils sont partis pour 30 ans. Et là, évidemment, c'est quelque chose qu'on dit moins facilement. Et en effet, si on veut que cette dette soit apurée, eh bien, on pourrait dire, écoutez, les gars, vous devez imposer les entreprises. L'argument des Irlandais, je termine là-dessus parce qu'il n'est pas insensé. L'Irlande dit, nous sommes défavorisés par la géographie, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Qui irait en Irlande s'il n'y avait pas ce taux d'imposition? Il n'est pas insensé, dans un dispositif fiscal harmonisé au niveau européen, de permettre à des pays périphériques de compenser leurs désavantages par un avantage fiscal de manière à remettre les pendules, enfin de remettre les compteurs à zéro, d'avoir un terrain de jeu qui soit raisonnablement équilibré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Chacun essaye de tirer son épingle du jeu, l'Irlande de son côté, la Belgique du sien, la France du sien, la Grande-Bretagne et tous ces petits territoires du leur. Et donc, aujourd'hui, si on veut vraiment convaincre l'Irlande de changer sa politique de dumping fiscal, il faut alors que tous les États européens acceptent de mettre fin à leurs propres paradis fiscaux. Parce que ce qu'eux vous disent, c'est que chez nous, c'est 12,5%, mais c'est 12,5% en France. Nominalement, c'est peut-être 30%, mais avec toutes les niches fiscales, les grandes entreprises... Voilà, exactement. Et donc, il faut être de bon compte. Alors, justement, je vous interromps juste un instant. Il y a notre économiste dans le sujet qui avait une question directe à vous poser. On l'écoute. En fin de compte, la question clé, c'est comment l'Europe s'attaque au problème écrasant de la dette. Problème qui n'existe pas seulement en Irlande, mais aussi dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Et il vaut mieux faire bouger l'économie que de s'accuser mutuellement. C'est ce qui se passe de mon point de vue dans les discussions sur l'Europe et sur les réformes de l'Union européenne. Tout cela avance très lentement, voire pas du tout. Alejandro Cercas, où en est-on justement de cette question de la gestion de la crise et de la dette? Mais la question de la dette montre une fois plus qu'ils ont regardé la réalité en dehors des choses fondamentales. Par exemple, l'Espagne, c'était un champion de la dette publique avant de la crise. Nous étions au-dessus de la moyenne, nous sommes maintenant les doubles. Pourquoi? Parce que l'économie a fondu. Parce qu'il n'y a pas de recettes. Il y a une bulle immobilière. Parce qu'il n'y a pas de recettes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici, la Banque centrale, tous les types ultralibéraux? Il faut couper les dépenses, mais jamais parler des recettes et des entrées. Alors, quand l'économie est sous le zéro, quand on détruit les entreprises par centaines de milliers, comme en Espagne, quand on n'a aucune demande de biens publics parce que les entreprises n'ont pas de clientèle, tous les impôts tombent. Alors, ils font des austérités dans les dépenses publiques, mais ils ne font rien pour animer l'économie. Alors, la dette continue. Pas simplement, on réduit la dette, on multiplie la dette. Et la deuxième chose, si on paye la dette comme nous l'avons fait, nous avons payé chaque année 38 milliards d'euros pour payer simplement les intérêts de la dette aux banques et aux prêteurs internationaux. Si nous sommes en train de payer notre dette publique 3 fois plus cher
qu'en France ou qu'en Allemagne, nos entreprises sont aussi chargées au même type de titres d'intérêt que le secteur public. Ils sont dans l'inconcurrence déloyale. C'est pour ça que l'Irlandais disait une chose très intéressante. Il disait qu'il y a deux sortes d'Irlandais. Mais je crois qu'il y a aussi des classes d'Européens maintenant. Il y a des pays qui ont payé une facture énorme. Les pays, les peuples. Oui. Il y a d'autres. Au contraire, on augmentait les produits, on augmentait l'emploi, on augmentait les richesses, on pris des marchés. Vous parlez de l'Allemagne? Je parle de l'Allemagne, entre autres, bien sûr. Alors, la crise a été gérée, pas pour résoudre les problèmes de la dette, pour résoudre les problèmes idéologiques, contre le secteur public, pour couper le dialogue social, pour faire des choses épouvantables. Alors, je vais jouer un petit peu la provocation. L'Islande, par exemple, a décidé d'annuler purement et simplement la dette. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour l'Espagne, pour le Portugal, pour la Grèce? Bon, je crois qu'un petit pays, on ne peut pas faire en Espagne la même question qu'on a fait dans un petit pays. Si l'Espagne faisait ça, c'était la faillite de toutes les banques françaises. C'est l'Argentine il y a quelques années. Non, c'est la faillite de la France. On a aidé la Grèce, on a, entre guillemets, parce que pas un seul euro allemand ou français c'est maintenant dans la Grèce. Ils ont fait des prêts, ils ont fait des assurances. Mais si on tombait la banque espagnole, parce qu'en Espagne, il y a eu un énorme problème de bulle immobilier, parce que les banques allemandes, les banques françaises, les banques belges ont prêté... Les banques espagnoles. Non, les banques espagnoles s'endettaient devant les autres banques européennes. Alors, tout était lié. Alors, sa préoccupation a été comment rembourser les dettes, même comme a dit Philippe, en faisant que la dette privée passait au public. Et c'était pour assurer aussi la banque des pays centrales de l'Europe. Bien sûr. Qu'est-ce qui passerait, qu'est-ce qu'il aurait eu si l'Espagne fasse la même question de l'Irlande? Ça serait la faillite de la banque française et allemande. Alors, exactement. Et donc je pense que la question qui est posée, la question centrale, depuis 30 ans, la croissance européenne est motorisée par la dette. Et on est arrivé à un point où, dans certains compartiments de notre économie, dans certains pays, c'est la dette publique, dans d'autres pays, c'est la dette privée, qui a atteint des niveaux irremboursables. Et donc, ça dépend des pays. Mais en tout cas, il y a une partie de la dette qui, de toute façon, ne pourra pas être remboursée. Qui, de toute manière, est structurelle. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario macroéconomique plausible qui laisse penser qu'il sera possible de rembourser. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que l'économie financière, c'est la coupable oui, mais une fois, pardon, vous avez dit ça, M. Cercas, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que l'économie financière travaille pour l'économie réelle et pour les sociétés, et pas le contraire. Maintenant, les rênes sont dans les mains de l'économie financière. Et ce sont eux qui commandent. Et c'est vrai qu'ils sont systémiques, et que s'ils tombent, tout. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut changer tout ça. Mais il n'y a pas moyen que la finance resserve l'économie si on ne purge pas la partie irremboursable de la dette. Et là, vous n'avez pas 10 000 manières de le faire. C'est soit de l'inflation, mais tout le monde sait que l'inflation est socialement très injuste. C'est soit la croissance, mais se dire qu'on va retrouver des taux de croissance de 4, 5, 6%, c'est une illusion. C'est soit... Eh bien, la restructuration de la dette, c'est-à-dire retrouver des arrangements en prolongeant les périodes de remboursement, réduisant les taux d'intérêt, soit un impôt sur la fortune tel que Thomas Piketty le propose. Oui. Et donc, c'est l'économiste français. Évidemment, sur les patrimoines. Pourquoi les produits financiers ne sont pas taxés au même niveau que les oui, alors ça, c'est la taxe sur les transactions financières. Messieurs, je suis désolée, c'est toujours trop court. Ce sera l'objet d'un autre débat, la taxe sur les transactions financières. Nous, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec Ahmed Tazir. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.